Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons entamer le second chapitre de la seconde partie qui traite le courant marxiste. Alors on va commencer par étudier les apports de Marx. Le 19e siècle voit le capitalisme industriel se développer rapidement et dominer peu à peu toutes les structures économiques et sociales. Dans le même temps, la condition ouvrière se détériore et les salaires sont très bas. Les conditions de travail précaires et la dépendance économique accrue. Les excès de ce capitalisme font naître à la fois un mouvement de contestation syndicale, entre parenthèses le socialisme, et une réflexion d'ensemble sur les rouages et l'avenir du capitalisme, le marxisme. Alors Marx, il étudie en effet la société capitaliste anglaise, première nation industrielle, afin d'en tirer certaines lois. Alors on va commencer par l'étude de la recherche de la plus-value. Le courant marxiste s'oppose à la théorie libérale en démontrant que l'organisation capitaliste de la société aboutit à l'exploitation de la plus grande partie de la population par les détenteurs des moyens de production. La société alors se divise en deux grandes classes qui s'affrontent. Le prolétariat qui détient la force de travail et la bourgeoisie qui détient le capital. L'affrontement de ces classes s'effectue dans le cadre du processus de production. Et Marx distingue deux sphères importantes, celle de l'échange de marchandises et du cycle MAM, marchandises, argent, marchandises, et celle de la production et du cycle AMA, capital avancé, marchandises, produits obtenus. On est devant l'égalité suivante, grand A égale C plus V. C, ça veut dire l'utilisation des machines et des matières premières. Ce capital constant ne procure aucun surplus capitaliste. Et V, bien sûr, sert à avancer les salaires de la main-d'œuvre. Il est la seule source de valeur créée et directement proportionnelle au temps de travail. Marx part du principe que la force de travail, seule source de valeur, n'est pas payée par le capitaliste au prorata de la valeur qu'elle a permis de créer, mais marchandise comme les autres, à sa valeur d'échange, qui, suite à la théorie du minimum vital, correspond au temps de travail exigé pour produire les biens nécessaires à sa production. Maintenant, on va passer à l'étude de la crise du capitalisme. Alors, pour Karl Marx, la crise du capitalisme est inéluctable. Et ceci pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que les décisions des agents économiques ne sont pas coordonnées. D'une part, la production et la consommation sont des opérations disjointes. On peut dire que les biens sont produits pour être vendus en échange de monnaie et non pour satisfaire la demande, ce qui entraîne des désajustements entre production et consommation. D'autre part, l'investissement est réalisé par les entreprises capitalistes dans les branches susceptibles de procurer des taux de profit élevés sans pour autant qu'une demande effective soit assurée. Alors, si l'économie est décomposée en deux sections productives, l'une de biens de production, l'autre de biens de consommation, l'absence de coordination de l'investissement empêche la réalisation permanente des conditions d'équilibre d'une telle économie. La deuxième raison, c'est que l'économie capitaliste fait apparaître un problème de sous-consommation ouvrière. En effet, l'entrepreneur individuel, en cherchant à maximiser ses profits,
va faire pression sur les salaires qui représentent un coût. Or, ces salaires sont un élément de la demande effective. Alors, cette situation devrait s'accentuer avec la croissance du salariat. Ceci caractérise une situation de surproduction par rapport à la demande effective. Le marché va sanctionner cette surproduction en entraînant une baisse des prix qui va elle-même provoquer une baisse du taux de profit. Et cette baisse du taux de profit va inciter les capitalistes à investir dans d'autres activités. Donc, ce qu'on peut dire que le taux de profit joue ainsi le rôle de régulateur des désajustements. Et la chute des prix et du taux de profit provoque une baisse de la production, de l'emploi et du pouvoir d'achat. C'est la dépression. Alors, la troisième raison, c'est que la recherche d'une plus-value toujours plus importante, notamment grâce à des salaires bas que Marx appelle minimum de subsistance, et la concurrence entre capitalistes devrait provoquer une paupérisation des ouvriers et un blocage dans le développement du système capitaliste. Alors, cette contradiction doit entraîner la destruction du capitalisme et l'avènement du socialisme. L'un des fondements de l'idéologie socialiste repose sur l'abolition des moyens privés de production, source d'exploitation du prolétariat. Il faut lui substituer des moyens collectifs de production. Maintenant, le troisième chapitre qui traite le libéralisme de Keynes à nos jours. On va essayer d'analyser ce chapitre en parlant tout d'abord du crash boursier de 1929. Alors, le crash boursier de 1929 a débouché sur une grande dépression et un chômage massif. Les classiques, tels que les dénomme Keynes, considèrent que le chômage est volontaire. Si les individus sont sans emploi, c'est parce qu'ils refusent de travailler au niveau de salaire en vigueur. Ils jugent que ce dernier est trop bas. Pour Keynes, il est impossible de continuer à soutenir une telle thèse avec un chômage massif en Grande-Bretagne et dans la plupart des pays industrialisés. Alors, on va maintenant voir le projet de Keynes. Et on va se focaliser sur les principaux concepts novateurs introduits par Keynes. On va commencer par le premier principe, ou bien le premier concept, l'équilibre de sous-emploi. On parle du chômage. Pour un niveau donné de la demande, l'absence d'ajustement par les prix entre les demandes et les offres d'emploi, empêchant la résorption du chômage. Le deuxième concept, une théorie de la monnaie fondée sur la préférence pour la liquidité. Le troisième concept, la notion d'efficacité marginale du capital comme explication de l'investissement, faisant de l'investissement la cause déterminante de l'épargne. La dernière, ou bien le dernier concept, la loi psychologique fondamentale selon laquelle la consommation augmente moins vite que le revenu. Alors, de ces concepts qui ont engendré la macroéconomie, on peut en déduire la possibilité de politique économique interventionniste de l'État afin d'éviter les récessions et de freiner les emballements de l'économie. Alors, pour les keynésiens, il existe une tendance permanente au sous-emploi et seules les interventions de l'État permettent dans certaines circonstances de lutter contre le chômage. Alors, maintenant, on va voir les prémices
et plus précisément le rejet de l'analyse dichotomique. Donc cette ambition apparaît sans ambiguïté dès la publication en 1930 de son propre ouvrage théorique majeur, le traité sur la monnaie. Alors son objectif principal est alors de démontrer que la théorie quantitative de la monnaie n'est pas une bonne approche de la détermination du niveau général des prix. Alors ce dernier est le rapport d'échange entre la quantité de monnaie en circulation et l'ensemble des biens et services. Il ne doit pas être confondu avec les prix relatifs, qui sont les rapports d'échange des biens et services entre eux. Alors la théorie quantitative de la monnaie affirme que les quantités produites et échangées dépendent uniquement des techniques de production et des préférences des agents économiques. La monnaie n'a d'influence que sur le niveau général des prix. Et la démonstration de ces assertions repose sur une égalité comptable. Dans une économie donnée, au cours d'un intervalle du temps donné, la valeur des moyens de paiement actifs est égale à la valeur des transactions effectuées. Ça veut dire E multiplié par V égale à P multiplié par T. Ici, on peut dire que la valeur des moyens de paiement activés est la quantité de monnaie disponible, M, multipliée par la vitesse de circulation de la monnaie V. Cette dernière correspond au nombre de paiements que la monnaie disponible permet d'effectuer au cours de la période de temps considérée. La valeur des transactions est égale au volume des transactions effectuées, T multiplié par le niveau général des prix, P. Alors, les partisans de la théorie quantitative considèrent que la vitesse de circulation de la monnaie est une constante naturelle indépendante des ajustements économiques. Alors, ils considèrent aussi que la quantité de monnaie est une variable entièrement exogène. Ils affirment enfin que le volume des transactions est déterminé par la confrontation de l'offre et de la demande des différents biens et services en dehors de toute influence monétaire. Alors, on peut dire que tout cela implique que la quantité de monnaie, ou bien que les variations de la quantité de monnaie ont une influence mécanique sur le niveau général des prix, mais aucune influence sur les prix relatifs et les quantités produites. Alors, Keynes entame sa critique de cette approche dichotomique en insistant sur plusieurs de ses faiblesses. Tout d'abord, il indique qu'il n'y a aucune raison de considérer la vitesse de circulation de la monnaie comme une constante indépendante. De fait, les épargnants font circuler leurs dépôts plus ou moins rapidement en fonction des circonstances économiques, notamment en fonction des taux d'intérêt et des prix d'actifs. Aussi, Keynes montre qu'il n'est pas satisfaisant de considérer la monnaie comme un élément exogène, perturbateur, alors qu'il est créé par l'intermédiaire du crédit bancaire pour répondre aux besoins de financement de l'économie. Alors, son objectif le plus important est de démontrer que les volumes de la production et de l'emploi ne sont pas déterminés indépendamment des conditions monétaires. Cette ambition sera pleinement réalisée dans son œuvre majeure de 1936, La théorie générale de l'emploi, de l'intérêt et de la monnaie. Et c'est tout. Merci.